Un groupe de femmes, d'hommes et d'enfants progresse lentement à travers les pentes et les vallées boisées des ultimes forêts du nord de la Thaïlande. Petit à petit, les mailles de la canopée se rétrécissent. Thapa et son petit groupe s'arrêtent. Après quelques hésitations, ils décident d'installer leur campement éphémère à l'ombre de ces bambous géants. Ils retrouvent quelques-uns des gestes qui ponctuaient il y a quelques années encore leur quotidien de chasseurs-cueilleurs itinérants. Les Mlabri seraient les derniers représentants du peuple premier de Thaïlande et du Laos. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 215. Ils sont les ultimes témoins d'un mode de vie discret et en harmonie avec la nature qui fut celui de toute l'humanité pendant 3 millions d'années, celui des chasseurs-cueilleurs itinérants. Pang, l'épouse de Thapa, a passé la plus grande partie de sa vie dans la forêt. Elle n'a oublié aucun des gestes qui faisaient son quotidien. Hier encore, quelques minutes suffisaient aux Mlabri pour fabriquer leurs éphémères abris de branchage. Thapa prépare des liens de bambou qui permettront de fixer l'armature qui sera ensuite recouverte de feuillage. C'est au milieu du siècle dernier que des villageois Lao et Thaï de la région frontalière découvrent leur mystérieux abri caché dans la jungle. Ils présument qu'il ne peut s'agir que d'un peuple d'esprits. Ils les appellent alors Pitong Luang, les esprits des feuilles jaunes. Eux-mêmes s'appellent Mlabri, le peuple de la forêt. Originaires du nord du Laos, les Mlabri auraient migré au XIXe siècle vers les montagnes du nord-est de la Thaïlande. Ils ont trouvé refuge dans les jungles épaisses de Nan et de Pre. Quelques familles sont restées dans la région de Sayaburi, au Laos. Dès que les feuilles qui leur servaient de toit commençaient à jaunir, en 8 à 10 jours tout au plus, les Mlabri levaient le camp. La nature se régénérait alors très vite. Puiser sans épuiser. Telle pourrait être la devise des chasseurs-cueilleurs. Mrs. Pang. Pang Mlabri. Thong. Okay. Je rencontre les Mlabri pour la première fois en 1985, au terme d'une longue expédition au cœur des forêts de Pre, en Thaïlande. Une légende thaïlandaise raconte qu'ils descendraient des exilés du royaume de Nan. Au XIIIe siècle, à la suite d'un cauchemar et sur les conseils de son devin, le roi aurait décidé d'envoyer vivre en forêt 100 couples de ses sujets. Il leur donna des semences, des cochons et des volailles. Mais les exilés découvrirent dans la jungle tant de nourriture qu'ils ne jugèrent pas utile de planter des graines. Ils devinrent Mlabri, le peuple de la forêt.
Sur un signe, les hommes de tête s'arrêtent. Chacun s'active à débroussailler une parcelle de terre, à couper quelques grands bambous ou à collecter des feuilles de bananier. Le petit groupe a décidé de s'installer ici pour quelques nuits. 5 ou 6 jours seulement. Puis ils délaisseront ces éphémères abris pour aller en construire d'autres à 1 ou 2 jours de marche. C'est la distance nécessaire pour trouver du nouveau gibier, de nouvelles baies sauvages et des racines comestibles. Le campement établi, chaque membre du groupe se met à la recherche de nourriture. Et quand ils veulent exprimer leur bonheur de vivre ici, les Mlabris le font en ces termes. Nous prenons la forêt comme maison. Nous prenons la lune et les étoiles comme lumière. Nous prenons le bois comme oreiller. Nous dormons la tête couverte de fourmis à langue, les pieds couverts de fourmis à pinces, le dos et le ventre couverts de fourmis piqueuses. Et nous sommes si heureux. Certaines parties de la forêt sont infestées de moustiques et de fourmis. Mais les Mlabris doivent s'en accommoder s'ils veulent accéder à leur précieux butin. Le miel sauvage est un régal, même s'ils doivent supporter quelques piqûres pour le récupérer. La raison d'être des Mlabris, c'est la jungle, avec ses bruits, ses mystères et ses silences. Leur bonheur, c'est de la parcourir à la recherche de gibier, de rêver, couchés au fond de leurs abris ou au pied d'un arbre, le regard perdu dans le ciel. La jungle est aussi pour eux un terrain de jeu sans frontières ni limites. Ils s'y sentent eux-mêmes car ils ne font qu'un avec elle. À l'école de la nature, chacun apprend la vie. On observe, on imite les plus grands, on se glisse dans les méandres de la jungle pour y apprivoiser ses secrets et dompter ses dangers. À la fin de la journée, le petit groupe se rassemble devant les abris de feuillage. On cuisine le fruit de la chasse et les tubercules récoltés dans le sous-bois. Le feu est ravivé et chaque famille se retrouve autour des grandes feuilles de bananier pour partager un repas bien mérité. Le riz gluant est cuit à l'intérieur des tubes de bambou. Il provient des rares échanges que les Mlabris entretiennent avec leurs voisins Hmong et Thaï. Tapa utilise le bambou et le rotin pour confectionner quelques objets de vannerie, un panier ou encore un fourreau pour la machette. Plus tard, tous se retrouvent au fond des abris pour se raconter les histoires de la journée. Des histoires de jungle, de chasse ou de pêche. Bakit ako?
La chasse a été bonne. Les Mlabris sont ravis. Alors ils sortent le ken, un orgue à bouche, et ils frappent les bambous creux en rythme sur le sol. Pang et les autres femmes du clan improvisent de timides mouvements de danse. Une danse humble, furtive, la danse des esprits des feuilles jaunes. La nuit tombe sur le campement. Seuls les craquements du feu et les cris des autres habitants de la forêt viennent recouvrir les chuchotements des Mlabris. La nuit, les esprits semblent beaucoup plus présents. Alors, pour les apaiser ou les apprivoiser, les Mlabris ne dorment que d'un œil. Nous les entendons régulièrement se lever, alimenter le feu, chercher des feuilles ou des bambous secs. Lorsqu'ils s'assoupissent, c'est toujours l'oreille collée au sol, pour anticiper le moindre danger. À l'aube, les chants de la forêt s'intensifient. Les Mlabris activent à nouveau la flamme pour éloigner les moustiques. Les premières lueurs pâles apparaissent vers 6 heures du matin. Le sous-bois s'apaise, laissant de nouveau place aux habitants de la canopée. Autour de Tapa et de Pang, on partage le repas du matin. Tapa nomadise au gré des saisons avec une ou deux autres familles. Parfois, ils accueillent pour quelque temps des enfants venus d'autres clans, ou l'un des jeunes prétendants de leur fille. Voici déjà 2 semaines que ce coin de jungle fournit au clan de Tapa un abri sûr et de quoi se nourrir. Il est temps de partir à la recherche d'un autre endroit. Chaque famille se remet alors en route avec ses seules richesses. Quelques vêtements, une lance, un panier, des provisions. Les plus frileux s'entourent le torse de feuilles de bananier. La petite troupe progresse silencieusement sous la canopée. Au début des années 80, les Mlabris se déplaçaient encore par petits groupes, au gré des saisons et des cycles forestiers. « 1993. Nous retrouvons Tapa, Pang et les leurs. D'autres hommes, moins discrets et moins spirituels, se sont octroyés le droit de détruire la jungle, pour vendre son bois et cultiver des champs. Sur les collines pelées et les coteaux rasés, les abris de feuillage des Mlabris prennent désormais des allures de boat people en route pour nulle part. Je les retrouve sous d'autres abris, un peu plus grands. Les Hmong les ont aidés à les construire. Je tente de soigner quelques plaies. Les Mlabris n'ont maintenant plus d'autre choix que d'offrir leur service aux montagnards Hmong ou aux villageois thaïlandais. Ils vont devoir gratter la terre. On leur apprend peu à peu à entretenir les champs et à semer le grain.
Ils vont même parfois jusqu'à aider les Hmong à faire brûler des pans entiers de forêt. Autant de gestes tellement inconnus pour eux, et contre nature, contre leur nature. Mais les Mlabri savent qu'en échange, ils vont recevoir un peu de riz. Et s'ils ont bien travaillé, les Hmong leur donneront peut-être même un petit cochon noir. Mais alors, pourquoi le regard des Mlabri est-il désormais aussi triste? Au fil des années, leurs conditions de vie dans la forêt se sont détériorées toujours plus. La jungle, autrefois si riche, s'est réduite jour après jour comme peau de chagrin. Elle ne suffit plus à leur subsistance. Kate et les siens n'ont déjà plus pour seule richesse que les souvenirs encore vivaces d'une enfance heureuse. « 2001. Nous retrouvons Tapa dans le village construit par les autorités locales pour essayer de les sédentariser, lui et son clan. Nous échangeons quelques souvenirs en évoquant nos précédentes rencontres à l'ombre de la canopée. Leurs cabanes, toujours simples, sont désormais spacieuses. Les Mlabri y séjournent régulièrement lorsqu'ils doivent se mettre au service des Hmong et des Thaïs de la région pour pouvoir se nourrir. Dans l'école du village Hmong voisin, un instituteur a été spécialement désigné par le gouvernement provincial pour faire la classe aux enfants Mlabri. Si une quarantaine d'enfants y sont officiellement inscrits, seuls quelques-uns fréquentent l'école régulièrement. Ils apprennent peu à peu à vivre dans ce monde qui n'est pas le leur, mais auquel, bon gré mal gré, ils vont un jour appartenir. En Thaïlande, comme au Laos, les Mlabri n'ont jamais existé. Leur statut de peuple indigène n'est toujours pas reconnu dans les lois nationales. Dans la mémoire collective, ils n'ont toujours été que des esprits furtifs de la forêt, des fantômes. Il y a une vingtaine d'années, un missionnaire américain des New Tribes Mission s'est installé dans la province de Prey. Il a aussitôt tenté de sédentariser et de fixer définitivement dans sa mission les derniers Mlabri, de leur enseigner la Bible et de scolariser les enfants. M. Long a même pris la nationalité thaïlandaise et un nom thaïlandais, Bunyun, afin d'acquérir la propriété des terres où il entendait rassembler les Mlabri. Je m'appelle Jerry Long. Je suis le fils de M. Bunyun, qui travaille depuis 15 ans avec les Mlabri. Dans la mission, nous avons 156 personnes au total, adultes et enfants confondus. Ça représente à peu près une trentaine de familles. Traditionnellement, ils vivent dans la jungle, car c'est l'endroit où ils ont appris à vivre. Mais aujourd'hui, tout est en train de changer. Dans un pays aussi peuplé, la déforestation avance, et il n'y a presque plus de jungle. Les Mlabri doivent apprendre à devenir sédentaires. Certains cherchent encore à vivre dans la jungle, comme avant, mais ils sont désormais une minorité. Ils sont très animistes. Ils croient aux esprits, à toutes sortes de choses. Ils ont des tabous. Par exemple, la venue au monde d'un enfant est entourée de beaucoup de secrets. On n'en parle pas, jamais. Ils croient vraiment à toutes sortes d'esprits. S'ils deviennent chrétiens, ils n'auront plus à croire à tous ces esprits, ni à les craindre. Notre rôle en tant que missionnaire est de leur présenter la parole de Dieu, le christianisme, et en même temps de les aider à changer de mode de vie. S'ils changent leur mode de vie et leurs croyances, ce sera mieux pour eux. Le village de Tapa se trouve à 200 km de la mission. Nous y retrouvons une famille qui a réussi à s'enfuir de la mission américaine. Comme beaucoup de jeunes épris de liberté,
Ket et les siens ont préféré partir pour retrouver la jungle ou se rapprocher des mangues. Pour se reposer du travail au champ, les Mlabri se blottissent face à un mur de végétation, comme pour y retrouver un peu du souffle rassurant de la jungle, un peu de sa fraîcheur, un peu de leur liberté perdue. Dans le petit village construit par les autorités locales, quelques familles expérimentent cette nouvelle vie. Mais parfois, certains reprennent le sentier qui serpente sous la canopée pour se rendre dans les forêts encore vierges. Cette maison et tous ces vêtements laissés à l'intérieur et tout autour appartiennent à une famille Mlabri qui est repartie dans la jungle. Parce qu'ils n'étaient pas heureux au village. Leur tradition, leur culture et leur mode de vie leur manquaient beaucoup. C'est pourquoi ils sont repartis dans la jungle. En ce début des années 2000, il reste encore un peu de forêt aux portes du petit village des Mlabri. La jungle s'étire vers le Mekong, puis au-delà jusqu'au Laos. Les Mlabri aiment s'y réfugier. Certains y disparaissent parfois durant des mois, ou pour toujours. Comme Tabout et sa famille. Un beau matin, ils ont disparu dans la jungle. Ils n'ont laissé derrière eux aucune trace, aucune indication sur leur destination. Quand ils repartent s'abriter sous la canopée, Tapa et les siens retrouvent les gestes coutumiers du peuple de la forêt. Pour survivre, les Mlabri ont hérité des techniques et de l'expérience de leurs ancêtres, transmises de génération en génération. Les Mlabri étaient intimement liés à la forêt. Ils y étaient nés et s'étaient préparés à y mourir. C'était leur maison et leur raison d'être. Ikla creuse le sol. Il a repéré la présence de tubercules ou de rhizomes comestibles. Davantage cueilleurs que chasseurs, leur régime alimentaire suivait les cycles saisonniers. Grenouilles, varans, grillons, cigales, larves, œufs et poussins d'oiseaux, miel et rats de bambou constituaient les mets les plus recherchés. Sweet, lui, espère débusquer un rat de bambou. Quelques infimes indices lui permettent de détecter son terrier. Il ne s'est pas trompé, mais cette petite pousse dénichée sous la terre lui fait vite comprendre que le rat est parti. La survie de la société Mlabri a longtemps été associée à des croyances dont on a oublié l'origine et qui régissaient leur quotidien. Chaque acte de chasse, comme traquer un animal à la cime des grands arbres ou le débusquer à la lance dans les fourrés, était accompagné d'un rituel précis et de paroles destinées à apaiser les esprits.
nous avons apporté avec nous un cochon noir acheté au Hmong. Tapa s'adresse aux esprits de la forêt, des êtres et des choses. Ils doivent être apaisés avant la mise à mort de l'animal. Tapa leur demande de prendre soin du groupe, de le protéger des maladies et de lui permettre de toujours trouver de quoi se nourrir dans la forêt. Puis, il s'adresse au porc lui-même. Il demande pardon à son âme, le remercie et lui souhaite de se réincarner dans un meilleur corps. Le petit groupe a préparé la viande du porc selon des gestes ancestraux. Comme autrefois, tous se regroupent autour de grandes feuilles de bananier pour partager ce délicieux repas. Et comme à chaque fois qu'un événement heureux vient rythmer le quotidien, on coupe quelques morceaux de bambou et on sort le ken. Novembre 2008. La forêt s'est encore rétrécie. Les uns après les autres, les derniers groupes de Mlabri ont rejoint les villages. Peu à peu, ils apprivoisent cette vie sédentaire qu'ils n'ont pas vraiment choisie. Les adultes affichent leur nostalgie de cette liberté perdue. Les enfants qui n'ont guère connu la vie de la forêt s'en accommodent plus facilement. Ils s'ouvrent progressivement aux joies et aux affres de la société marchande dans laquelle leurs voisins veulent les voir entrer. Tous les matins, des commerçants Hmong viennent au village pour leur faire dépenser les quelques sous qu'ils ont gagnés la veille en travaillant dans leurs champs. On leur apprend à s'occuper d'animaux domestiques et à élever des volailles ou des porcs. Je retrouve avec joie Tapa et sa femme Pang. Tapa est fier de nous présenter des objets vannés ou tressés qu'il fabrique pour tuer le temps et l'ennui de la sédentarité. Il y aura toujours un Thaïlandais ou un touriste pour lui en acheter un. Dans la petite école du village, les enseignants thaïlandais prennent grand soin des enfants sous le portrait du roi Bhumibol. Ils leur apprennent qu'ils sont eux aussi des citoyens de la Thaïlande, ce pays dont ils n'avaient jamais entendu parler, et que, de ce fait, ils sont également les sujets de ce roi vénéré comme un demi-dieu.
À l'école, la nourriture est plutôt équilibrée et les repas se prennent à heure fixe. On apprend aux enfants à invoquer Bouddha. Après le repas de la mi-journée, c'est l'heure de la sieste. Peut-être songent-ils à la vie dans la forêt. À moins que leur rêve ne soit occupé par quelques-unes de ces motos et voitures qu'ils voient parfois passer sur la piste. Cet après-midi, c'est l'effervescence. Un groupe de touristes débarque dans le village. Ils sont accompagnés d'un vénérable de l'un des temples voisins et de quelques moines. Ils déchargent de nombreux cadeaux. Tapa et Takeo, les anciens du village, sont les plus sollicités. Sans doute parce qu'ils sont les seuls à avoir gardé quelques postures, vêtements et attributs de la vie sauvage. Enfants et adultes sont alignés pour recevoir leur aumône. Pour remercier les gens du dehors de toute cette générosité et à leur demande, Tapa et Takeo leur miment quelques pas de danse. Ça n'a plus rien à voir avec les chants et les danses mlabri qui résonnaient dans les forêts de bambou quand ils voulaient remercier les esprits de la nature. Dans les sociétés traditionnelles, on ne peut pas recevoir sans donner à son tour. À terme, ils accepteront pour faire plaisir à ceux dont ils sont désormais devenus dépendants de se convertir à l'une ou l'autre de ces religions qu'on souhaite les voir embrasser. Les Thaïlandais ont érigé un hôtel bouddhiste dans une cabane du village. Peut-être espèrent-ils qu'en bons citoyens thaïlandais, les mlabri embrasseront la religion d'État. En 2009, sous la pression des associations, la princesse Sirindorn de Thaïlande a attribué aux mlabri la propriété d'une colline encore couverte de forêts. Mais les mlabri ne s'y rendront pas. Il est déjà trop tard. Leurs enfants vont désormais à l'école. Ils n'ont pas appris à vivre dans la forêt, et les anciens ne veulent pas y retourner seuls, sans leurs enfants et leurs petits-enfants. Les membres de cette famille sont là depuis moins de 3 ans. Ils ont quitté la forêt de Pukeng car ils n'arrivaient plus à se nourrir. Ils habitent dans cet abri de fortune, en attendant d'avoir une vraie cabane. Nous avons faim, nous dit Lim, et pourtant nous nous levons tous les jours à 5 heures du matin pour trouver du travail. Pour les sédentariser, on leur a donné quelques buffles. Mais les mlabri ont beaucoup de mal à en prendre soin. Ils laissent aux bovins cette liberté sauvage qui leur est si chère. Cette liberté d'aller où bon leur semble et dont eux sont désormais privés.
D'ici quelques semaines, il n'y aura plus un seul buffle près du village. « 2015. 30 ans après notre première rencontre, nous retrouvons les Mlabri. Que de changements. Désormais, le chemin qui mène au village est goudronné. Certains Mlabri se déplacent maintenant à moto. Dans sa nouvelle cabane, Pang est toujours aussi espiègle. Tapa est là, lui aussi, entouré de ses petits-enfants. Quand je lui demande s'il se souvient de moi, il me répond « Je me souviens de ton visage, mais pas de tes vêtements. » Ils sont heureux et émus de revoir les images que j'avais réalisées alors qu'ils vivaient encore leur vie de chasseurs-cueilleurs itinérants. Lorsqu'ils vivaient à l'ombre de la canopée, les Mlabri étaient animistes. Ils respectaient et honoraient les esprits de la nature, des plantes et des animaux. Aujourd'hui, les églises chrétiennes tentent elles aussi de les convertir. Le village Hmong voisin compte plusieurs temples protestants. Quelques Mlabri fréquentent désormais l'église baptiste. Les pasteurs Hmong sont un peu plus tolérants que le pasteur américain de l'église des New Tribes Mission. Même s'ils ne comprennent pas encore bien ce que les pasteurs attendent d'eux, les Mlabri se prêtent de bonne grâce aux rituels et aux prières qui leur sont enseignés. Tapa et Pong nous emmènent voir un petit groupe de femmes qui travaillent dans une exploitation Hmong. Ces dernières années, ce qui restait de forêt a été détruit pour être remplacé par de vastes champs de maïs et des plantations d'arbres à litchi. Aujourd'hui, il faut travailler toute la journée dans ces champs brûlés par le soleil pour gagner de quoi nourrir sa famille. 200 ou 300 bahts, l'équivalent de 4 à 6 euros, que les Mlabri dépenseront le soir même en achetant à leurs employeurs un peu de viande, des biscuits ou des bonbons. Tous les jours, Takeo arpente les ruelles du village, sans but précis. Il lui arrive parfois de rejoindre les jeunes dans la salle de télévision. Les enfants, fascinés, y passent tout l'après-midi. Au village, les enfants sont légion. Les jeunes filles tombent enceintes très jeunes. Les garçons de la région profitent de leur innocence et les métissages deviennent de plus en plus fréquents.
Autrefois, il n'y avait pas de famille nombreuse comme celle-ci. La mortalité infantile était importante chez les Mlabri. Un tractopelle prépare un parking pour les véhicules des touristes que les autorités locales voudraient bien attirer jusqu'ici. Tout autour du petit village des Mlabri, l'horizon n'est plus que champs et routes goudronnées. Tapa et Pang vivent désormais en permanence dans leur cabane. Pour eux, tout a changé. Des casseroles remplacent les récipients de bambou, le riz remplace les fruits sauvages et les tubercules de la forêt. Takeo les rejoint pour parler un peu. C'est un peu comme si, en quelques années seulement, les 3 plus anciens des Mlabri avaient fait un bond de plusieurs siècles. La forêt n'est déjà plus pour eux qu'un lointain souvenir. Comme chaque soir, depuis déjà plusieurs années, le pick-up des Hmong vient stationner sur la place. Le jeune pasteur Baptiste s'improvise commerçant, à moins que ce soit le commerçant qui s'improvise pasteur. Les Mlabri ont gagné quelques sous en échange d'une journée de labeur dans les champs. Alors il faut les leur faire dépenser. Pang est toujours aussi étonné de voir tout ce que l'on peut échanger contre ces bouts de papier usés et froissés. Le soir venu, les Mlabri se regroupent pour discuter et grignoter ensemble. Ce matin, Tapa et les siens ont décidé d'aller passer un peu de temps en forêt avec nous. Comme avant, le petit groupe y reconstruit d'humbles abris de feuillage. Il retrouve ses gestes millénaires. L'abri est érigé en peu de temps, puis recouvert de larges feuilles de bananier en guise de toiture. Tapa prépare un fagot de bambou sec pour allumer le feu. Faire le feu à la manière traditionnelle peut paraître difficile. Mais pour Tapa et le vieux Tong, c'est un jeu d'enfant.
Tapa nous montre comment il se protégeait du froid à l'aube lorsque le soleil n'avait pas encore eu le temps de réchauffer la forêt. มัดแล้วนี่ Mud, ก็ you put the sting and มัด wind แล้ว around เอา outside. ตะปูนี่ Yeah. พวกที่ Okay. คนตกนี่ก็คนตกนี่ก็จับนี่ลงมานี่จับนี่โอ้ต่างงมนี่เปรี้ยวหมด But more or no. ยิ่งนุ่งชิ้นนี่เขาเป็นที่ The women, they do like that. They do like this. ตึกได้ About like that. Yeah. เอาแต่ตองกล้วย Don't quay no. จ่ายนี่เขาเป็นที่เอาแต่เปรี้ยวกล้วยนี่เขาตกนี่ phải thơ lướt cô cha thì bố chú Pang est allée chercher de l'eau. Elle a rempli 2 tiges de bambou. Le bambou était une bénédiction pour les Mlabri. Au village, il est encore fréquemment utilisé. Tatong s'en sert pour faire cuire la viande de porc. Les Mlabri ont appris à voir l'invisible, à entendre l'inaudible. Les grands éléments, le ciel, l'eau, la forêt, mais aussi les plantes ou les animaux qui sont les grands ancêtres et qui ont une âme. ภาษาเขาว่าปลาแก้ปลาแก้ปลาดงปลาแก้ปลาดงลำตึกเต้าลาด Glad. Glad. The sky glad. Nam lo. เวิร์ก Work. Work. เวิร์ก Yeah, work. Work. เวิร์ก Work. Work. ก็ฮงเก้ก็เช่นกันเช่นกัน เขาเป็นทาน เก้เก้ chốt อันนี้แต่เป็นยาอันเมงชิดเคสเลยนะตัวของเราเนาะ อ๋อเชคเคสนี่ครบ เอาครบแล้วเขาก็เอานี่มาถู อ๋อ กินบ่ได้ นี่ขอพอแล้ว ก็อึกยำดอก Tang nous montre comment appliquer une compresse qu'il confectionne avec une plante médicinale bien connue des Mlabri pour soulager la migraine. Le petit groupe s'apprête à partager un bon repas comme autrefois. Comme si le temps s'était arrêté. à là bố đi bắt đầu coi On se partage les petites portions de viande, on fait cuire le riz collant dans les tubes de bambou, et l'on retrouve ces moments de partage. จะไปอยู่ป่าที่นี่ก่อน โอ้เขาอยากให้ชอบไปยุ่งป่าแต่เขาว่าโมเป็นน้องคนไทยว่าบอกกันว่าโมเป็นพลังของหูมืดโมเป็นน้องคนไทยของหูมืดโมเป็นน้องคนมุงของหูมืดเขาคนป่าคนดีเขาไปอยู่ป่าก็ได้มืด ได้อยู่กว่าได้เนาะ อยู่ได้ไปได้บ่ฮู้โมรามละอ่อนเนี่ยก็เขานังชื่อตรงวันเด้อ cho bà rồiพ่อbà đông ta đang phải khuất màn khuất nhang này ô điพ่อ forest a big jungle so you collect เล่มแล้วเรา อะไรอยู่บ้านนี่ชอบ Lim, qui est beaucoup plus jeune que Tapa, trouve quant à lui que la vie dans la jungle était plus difficile que celle au village. Comme autrefois, on se partage les restes de viande de manière équitable. Demain, ce mode de vie de chasseur-cueilleur itinérant ne sera plus qu'un lointain souvenir. Il s'éteindra avec les derniers témoins de ce temps révolu. ที่ปัตตารุงบักโรชโมเดโตติเซียวโวกเรื่องว่าหมอย Bere tungมันจะมาได้โอ้ยเอ้ยละน้อเอ้ยฟังว่าเอ้ยน้องก็เป็นเจ้าแล้วแล้วบ่ไปอยู่กัน Aujourd'hui, il ne reste plus que 1000 à 2000 chasseurs-cueilleurs dispersés dans quelques recoins oubliés de la planète. Ils témoignent du mode de vie qui fut celui de l'humanité pendant 3 millions d'années. Un mode de vie dont on sait aujourd'hui qu'il aura définitivement disparu avant 2025. Deux générations de Mlabri qui ont gardé la mémoire de la forêt
y font aujourd'hui résonner leurs chants au rythme des bambous. Ils emporteront avec eux leur mystère. Alors, comme ces souffles de vie furtifs qu'ils ont toujours été, le petit peuple de la forêt accomplira son retour au monde du silence et des murmures. Il rejoindra la légende et restera à jamais dans la mémoire collective des peuples de Thaïlande ce qu'il a toujours été, un peuple d'esprits, les esprits des feuilles jaunes. Tal